Bien, donc on est reparti. On voit les pouvoirs. On a vu les rémunérations, on voit à grand C les pouvoirs des mandataires sociaux dans la SA à conseil d'administration. On va commencer par évoquer un document. Alors, c'est même une affaire qui tombe particulièrement bien pour nous. Pardon de le dire avec ce petit brin de cynisme. Alors, je prends les échos de ces derniers jours. On avait, alors je commence mercredi 23 janvier, donc on attendait un conseil d'administration de la société Renault le jeudi 24 janvier. Les échos du 23 janvier, donc la veille, Renault tourne la page des années Ghosn et on vous dit le conseil d'administration va nommer jeudi le tandem Jean-Dominique Sénard et Thierry Bolloré à la tête du constructeur automobile. Le patron déchu se dit prêt à démissionner. Bon. Voilà un journal qui anticipe un peu quand même, parce que c'est la veille du conseil. Le jour du conseil, Renault, un nouveau tandem face à une lourde succession. Les administrateurs devraient choisir le duo Sénard-Bolloré pour diriger l'ex-régie. D'accord. Et heureusement pour eux quand même, le lendemain, ils peuvent effectivement titrer que, eh bien oui, Renault a choisi Jean-Dominique Sénard et Thierry Bolloré. Sénard veut ramener la sérénité chez Renault, nommé comme prévu, entre parenthèses, ouf, président de Renault par le conseil d'administration du constructeur. Jean-Dominique Sénard joue l'apaisement. Il devrait devenir le nouveau président de l'Alliance Renault-Nissan, mais ça, c'est autre chose. Donc, on a une décision du conseil d'administration de cette grande société anonyme cotée. Et, alors, je n'ai pas eu le procès-verbal du conseil d'administration, mais vous trouvez facilement sur Internet, sur le site de Renault, le communiqué de presse dans lequel vous avez l'essentiel de la décision. On vous dit quoi ? Le conseil d'administration de Renault s'est réuni le 24 janvier 2019 à 10h sous la présidence de M. Philippe Lagayette, administrateur référent. C'est quoi déjà un administrateur référent? C'est un truc qui n'est pas... C'est une institution, pardon, je n'ai pas dit qu'un administrateur était un truc. Donc, c'est une institution qui n'est pas dans le code de commerce. C'est un administrateur qui a une autorité comparable à celle du président. C'est une figure qu'on désigne comme étant, c'est pas l'alter ego, mais c'est quelqu'un qui est là pour éventuellement assister ou contrebalancer le pouvoir du président. Donc bon, c'est un administrateur qui fait autorité. Des fois, ça peut être quelqu'un qu'on appelle vice-président. En tous les cas, donc, c'est lui qui préside le conseil d'administration quand M. Ghosn n'est pas là. Bon. Oui. Donc, le conseil s'est réuni sous la présidence de l'administrateur référent. Le conseil a pris acte de la démission de son actuel président-directeur général. Donc, on peut supposer que l'actuel PDG, enfin, à l'époque, il était encore PDG, mais juste avant, il y a eu une démission adressée par Carlos Ghosn. On nous dit que le Conseil salue le parcours de l'Alliance qui lui a permis de se hisser au premier rang des constructeurs automobiles mondiaux. On nous dit pas plus. Des fois, il y a des choses en plus. On remercie le président pour ceci ou pour cela. Là, on ne dit rien. On verra. Je pense que le Conseil, en tous les cas, dans son communiqué, ne veut pas dire plus. De toutes les manières, les conseils qui disent plus en réalité, ça n'est pas une obligation qui leur est faite de dire plus, c'est plus par reconnaissance et gentillesse, mais dire plus, à la rigueur, quand on ne sait pas, quand on sait c'est encore pire, mais quand on ne sait pas, c'est une mauvaise décision, parce que dire qu'on remercie pour la gestion irréprochable, si on découvre après que la gestion n'était pas irréprochable, est-ce qu'on n'a pas porté atteinte aux droits de la société? Bon, on en reparlera.
notamment sur la question de la responsabilité quand on l'abordera. En tous les cas, donc, on nous dit juste ensuite que le Conseil a décidé de doter Renault d'une nouvelle gouvernance et à cette occasion d'instituer une dissociation des fonctions de président du Conseil et de directeur général. Donc voilà, comme ils ont suivi le cours, ils ont finalement effectivement compris, non mais bien évidemment ils sont bien conseillés et n'avaient pas besoin d'attendre ce cours, vous vous en doutez, mais vous vous rappelez peut-être, au premier semestre on l'avait vu, on avait cité les extraits des documents de Renault qui expliquaient pourquoi ils avaient choisi de ne pas dissocier et d'avoir un président directeur général. Donc à l'époque, c'était mieux d'avoir un PDG. Là, ils considèrent, mais je ne dis pas ça ironiquement pour me moquer d'eux, l'entreprise n'a plus la même perception des choses. Elle a peut-être trouvé que finalement, avoir une personne qui a tous les pouvoirs, c'est pas évident quand la personne est retenue au Japon par un procureur qui décide qu'elle va rester en garde à vue, enfin entre guillemets garde à vue, parce que voilà, c'est de la garde à vue, c'est pas 24-48 heures, là c'est de la garde à vue qui dure des semaines, voire des mois. Donc, bon, on a décidé qu'on allait passer à une autre forme d'organisation et on nous dit que, alors je pose pour le moment mon communiqué là, donc on comprend que désormais on a un président, donc c'est M. Sénard, et on a un directeur général, alors qu'avant on avait une seule personne qui occupait les deux fonctions. Au passage, je me permets d'observer que voilà, je signale simplement, voilà, je n'ai rien contre M. Sénard, dont je ne veux pas, loin de moi cette idée, critiquer la situation, mais je signale quand même que Carlos Ghosn, un des reproches qui lui était fait, c'était de diriger en même temps plusieurs sociétés très importantes. Je vois quand même incidemment que dans les Échos, on me dit que M. Sénard est jusqu'en mai prochain le patron de Michelin, toute petite société, voilà, qui, je crois, doit produire quelques dizaines de pneus par semaine. Et donc, bon, alors, est-ce que c'est un travers de nos sociétés que d'avoir des gens qui dirigent plusieurs grandes sociétés à la fois souvent? Est-ce que c'est parce qu'ils sont très talentueux on les veut tellement partout qu'ils doivent diriger en même temps plusieurs grandes sociétés? Bon, ou est-ce que c'est une bonne gestion, considère-t-on, que d'être l'homme clé de plusieurs sociétés à la fois? Bon, en tous les cas, en mai, je ne suis pas sûr qu'il conserve des fonctions chez Michelin, donc on a donc maintenant un président et un directeur général. On a déjà pas mal évoqué cette dissociation possible. Si je reviens un instant, je laisse mon communiqué et je laisse le cas pratique Renault de côté un instant. Si on regarde la manière dont les textes organisent les choses, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que, donc, on a compris qu'on a le conseil d'administration, organe collégial, on a le président du conseil, on a le directeur général, éventuellement, c'est une seule et même personne, ça on l'a bien compris, et on a le ou les directeurs généraux délégués. Là, on est en train de se demander quels sont les pouvoirs de tous ces gens. Première chose, le conseil d'administration, je précise qu'un administrateur seul n'a pas de pouvoir individuel. Ouvrez, je suis administrateur. Pardon, je vous fais peur. Ouvrez, je suis administrateur. Est-ce qu'on ouvre? Bon, pourquoi pas, mais en tous les cas, on n'ouvre pas en se disant « Mon Dieu, un administrateur, il vient contrôler si je travaille bien. » Un administrateur seul n'a pas de pouvoir particulier. Par contre, si on entend 9 mains qui tambourinent en même temps sur la porte en disant « Ouvrez, c'est le conseil d'administration », là, on se dit « Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on a fait ?» Quand on regarde le texte qui définit les pouvoirs du conseil d'administration, qui est l'article L225-33
35. On voit que tout ça est assez vague. Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société. C'est quoi déterminer les orientations de l'activité de la société? On va où? Par là? Enfin, voilà, je ne sais pas ce que c'est déterminer les orientations de l'activité de la société. Ça reste assez mystérieux. On comprend que ça veut dire qu'on détermine les grandes directions, on détermine la stratégie de la société et le Conseil veille à leur mise en œuvre. Ce qu'on avait dit l'an passé, est-ce que le directeur général a vraiment fait ce qu'on lui avait demandé de faire? Bon. Deuxième phrase, sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires. Donc, il ne fait pas les choses qui relèvent de la compétence des assemblées d'actionnaires. Et dans la limite de l'objet social, il respecte les statuts. Il se saisit, voilà ses pouvoirs, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Bon, c'est quoi se saisir de toute question qui intéresse la bonne marche de la société? C'est tout a priori, mais en pratique, comme c'est un organe qui est un organe collégial, on a dit qu'un administrateur seul n'a pas de pouvoir. Donc, pour que le Conseil décide quelque chose, il faut qu'il ait été convoqué, qu'il soit réuni et qu'il prenne une décision. Donc, il n'est pas réuni en permanence, ne prend pas des décisions comme ça d'un claquement de doigts, et donc on comprend que par la force des choses, parce qu'il faut le réunir pour qu'il prenne des décisions et qu'il faut faire discuter entre eux plusieurs personnes, on comprend qu'il ne s'intéressera qu'aux décisions d'une certaine importance. Est-ce qu'il peut modifier les statuts de la société ? En principe, non, parce que ça relève de la compétence de l'Assemblée, mais il peut faire certaines choses. Par exemple, article L225-129, on me dit que l'Assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation de capital, mais on ajoute, elle peut déléguer cette compétence au conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article L225-129.2. Donc, pour modifier les statuts, ce n'est pas le conseil, c'est l'Assemblée générale extraordinaire, mais voilà une décision qui est une des plus importantes, et pas seulement une des plus importantes économiquement et dans les faits, mais aussi une de celles qui est les plus encadrées, augmenter le capital de la société. Eh bien, on vous dit que c'est la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire, mais on prévoit qu'elle peut déléguer cette compétence au conseil d'administration. Donc le conseil d'administration, on a cet article L225-35 qui lui reconnaît des pouvoirs. On a d'autres textes, comme celui que je viens d'indiquer, qui disent qu'il peut recueillir les pouvoirs d'un autre organe. Et on a encore des textes qui lui reconnaissent des pouvoirs spécifiques. On verra dans un instant la question des conventions réglementées. Donc, les pouvoirs du conseil d'administration, un texte général, L225-35, et des textes spécifiques.
il y a des pouvoirs du conseil d'administration qui ne sont pas détaillés, qui ne sont même pas affirmés par les textes. Je pense au pouvoir de contrôler la direction générale. En fait, on ne nous dit pas que le directeur général exerce ses pouvoirs sous le contrôle du conseil d'administration, mais comme le conseil d'administration peut révoquer à tout moment le directeur général, on en déduit que le conseil exerce un contrôle sur la direction du directeur général, puisque s'il n'est pas satisfait, il va le révoquer. Alors vous avez encore une observation que je voudrais faire sur ces pouvoirs. Dans l'article L225-35, on vous dit « Le conseil d'administration procède au contrôle et vérification qu'il juge opportun. » Et on précise, le président ou le directeur général est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Donc un administrateur n'a pas de pouvoir individuel, ce n'est pas un administrateur qui va décider que la société doit arrêter de vendre tel type de produit pour s'intéresser à tel autre secteur économique, mais un administrateur peut demander une information qu'il n'a pas ou des informations que le conseil n'a pas. En pratique, on se pose quand même la question, j'ai déjà vu des situations en pratique dans lesquelles vous avez des administrateurs qui sont zélés et qui vont demander des informations, non pas au président du conseil d'administration ou au directeur général, mais qui vont partir se balader dans la société pour aller voir par exemple le directeur juridique ou le directeur financier pour lui demander des informations sur telle ou telle question qui concerne la société. Les textes ne disent pas expressément que c'est interdit, les textes ne disent pas expressément que c'est autorisé. On a plutôt tendance à considérer que l'information devrait passer, que la demande d'information doit aller d'abord au président du conseil et que c'est lui qui va après aller voir les cadres de la société pour leur demander de fournir les informations. Mais certaines décisions de juges du fond, voire certaines opinions doctrinales sont d'avis de dire qu'après tout, c'est mieux que chaque administrateur puisse demander des informations. Bon, on peut en discuter, je ne sais pas. Alors, peut-être qu'effectivement, si le président est corrompu et veut masquer des choses, bien sûr, ça serait mieux que les administrateurs puissent aller poser des questions directement. Mais pour une situation où ça va rendre service, on peut imaginer qu'il y a plein de situations dans lesquelles avoir 8 administrateurs qui se promènent dans la société en perturbant sans arrêt tout le monde à demander ah mais j'ai déjà donné cette information, ah oui non mais moi c'est moi, lui c'est lui, donc donnez-moi copie de telle chose. Voilà. Et puis bon, à un moment donné il faut effectivement aussi contrôler comment circule l'information, mais c'est vrai que les administrateurs sont des dirigeants, sont des mandataires sociaux, donc on peut considérer qu'ils font partie d'un organe de la société. Ils ne sont pas des tiers vis-à-vis de la société. Donc c'est vrai que l'information, enfin, leur répondre c'est confidentiel, ils vont pouvoir dire mais nous sommes la société, nous pouvons avoir accès à ces informations. Donc ça c'est pour le conseil d'administration et j'insiste sur le fait que c'est relativement peu précis.
On a vu aussi d'autres pouvoirs déjà, comme le pouvoir de déterminer la rémunération du président ou du directeur général. On a des textes spéciaux qui disent que c'est le conseil d'administration qui prend ce type de décision. Le président du conseil d'administration, s'il est président et directeur général, il a aussi les pouvoirs du directeur général, mais s'il n'est que président, qu'est-ce qu'il fait? S'il n'est que président, eh bien, il exerce précisément la présidence du conseil. C'est un administrateur qui est chargé de superviser et d'organiser les travaux du conseil d'administration. Vous avez l'article L225-51 qui vous le dit, il préside le conseil d'administration. La formule exacte d'ailleurs du texte, c'est, nous dit qu'il organise, voilà, L225-51, on nous dit, le président du conseil organise et dirige les travaux de celui-ci dont il rend compte à l'Assemblée générale. Alors on ajoute, il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. Bon, il veille au bon fonctionnement des organes de la société. C'est à la fois très large, très ambitieux. Je ne sais pas comment on veille au bon fonctionnement des organes de la société. Ça veut dire qu'il est garant de ce que l'Assemblée se déroule bien. Sacrée responsabilité pour une seule personne. Après, on peut considérer que c'est dans la mesure de ses pouvoirs. Il vérifie que la convocation est bien faite, que les informations qui sont disponibles sont bien transmises. Enfin, bon, c'est quand même quelque chose qui est une responsabilité importante. Autre fonction qu'on trouve au gré des textes, on nous dit, c'est l'article R225-100, qu'il préside les assemblées d'actionnaires. Alors, on le retrouve à certaines occasions, certaines responsabilités particulières. En matière, je retrouve le texte qui m'intéresse, pardon. Voilà, en matière de convention réglementée, article L225-40, on nous dit que le président du Conseil donne avis au commissaire aux comptes de toutes les conventions autorisées. Ben oui, c'est le conseil d'administration qui les autorise, donc une fois qu'il les a autorisées, elles restent là posées sur la table et le président, qui va servir de mémoire au conseil d'administration, eh bien le président va transmettre les conventions, va signaler au commissaire aux comptes qu'il y a des conventions pour que les commissaires aux comptes fassent leur rapport sur les conventions. Il va aussi signer les procès-verbaux du conseil d'administration. Donc voilà, il est président du conseil d'administration. C'est un administrateur, mais on a dit qu'un administrateur en tant que tel n'a pas de pouvoir particulier. En tant que président, il a ses pouvoirs qu'on vient de voir. Si je reviens un instant dans la société Renault, qu'est-ce qu'on lui demande de faire à M. Sénard, nouveau président ? On a pensé à lui demander de faire des choses en plus. Outre toutes les fonctions assumées normalement par le président du Conseil. Donc déjà, il doit faire tout ce que fait un président du Conseil. On nous dit, le nouveau président du Conseil d'administration de Renault devra évaluer et, si nécessaire, faire évoluer la gouvernance de Renault afin notamment d'assurer la transition vers la nouvelle structure. Alors, c'est quoi la nouvelle structure? C'est la nouvelle... Oui?
Alors, c'est l'alliance Nissan-Renault, mais l'alliance Nissan-Renault, on n'en a pas encore parlé à ce moment-là. Enfin, si, on a dit, il salue le parcours de l'alliance, mais on ne nous parle pas de nouvelle structure pour l'alliance à ce moment-là. On me dit simplement ici que le Conseil a décidé de doter Renault d'une nouvelle gouvernance. Donc je pense que c'est plutôt ça, la nouvelle structure. Il présentera ses propositions sur l'évolution de la gouvernance au Conseil d'administration. Donc c'était bien ça, avant la prochaine Assemblée générale des actionnaires. Bon, d'accord. On nous dit encore, par ailleurs, le Conseil d'administration de Renault souhaite superviser activement le fonctionnement de l'Alliance et décide de confier à son président la pleine responsabilité du pilotage de l'Alliance pour le compte de Renault en liaison avec le directeur général. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que on n'est pas tout à fait quand même dans le modèle légal des textes, c'est-à-dire quelqu'un qui est juste président du Conseil. On lui donne des responsabilités particulières. Alors, le coût de l'alliance, c'est une chose particulière, c'est une structure en plus, c'est pas la société Renault, c'est la société Renault et la société Nissan qui ont une alliance, donc un groupement qui prend la forme d'une société de droit néerlandais, mais qui régit leurs relations. Enfin, bon, c'est quelque chose d'un peu compliqué, mais on voit qu'on lui donne des responsabilités en plus. Simplement, on peut se dire que ces responsabilités, c'est pas en tant que président du conseil d'administration de Renault qu'il les exerce, c'est en plus. Mais donc, c'est une mission en plus qui lui est donnée. Bon, c'est intéressant de ce point de vue-là. Bon, je ne vais pas lire plus longtemps le communiqué, mais on dit qu'il sera l'interlocuteur principal du partenaire japonais, etc., etc. Et après, on va passer au directeur général. Alors, on nous dit quand même, le Conseil a coopté M. Jean-Dominique Sénard comme nouvel administrateur et l'a élu président. Normalement, qui nomme les administrateurs? Parce que pour être président du Conseil, il faut être administrateur. Et il n'était pas là encore. Qui nomme les administrateurs? C'est l'Assemblée générale. Donc normalement, il aurait fallu attendre une Assemblée générale pour le nommer administrateur. Mais on n'a pas attendu l'Assemblée générale, on l'a coopté. Sous certaines conditions, le Conseil d'administration peut nommer des administrateurs qui sont ensuite proposés à l'Assemblée générale. Donc c'est la cooptation. C'est ce que vous retrouvez, article L225, dans les premiers articles sur les administrateurs. Je n'ai pas forcément prévu de parler de la cooptation maintenant, donc si je ne retrouve pas tout de suite le texte, je laisserai tomber pour le moment. Voilà, si c'est là. L225-24, on nous dit en cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs, le Conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Donc on a nommé M. Sénard à titre provisoire et on nous dit que ces nominations sont soumises à ratification de la plus prochaine Assemblée générale ordinaire. À défaut de ratification, on n'espère pas pour M. Sénard que sa nomination ne sera pas ratifiée. À défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le Conseil n'en demeurent pas moins valables. Bon. Mais en tous les cas, on comprend que la prochaine Assemblée, il va arriver avec ses propositions et on va aussi, une résolution de l'Assemblée sera de ratifier sa cooptation. S'il n'est pas ratifié, si sa nomination n'est pas ratifiée, il ne sera plus administrateur et du coup il ne sera plus non plus président du conseil d'administration. Vous pouvez aisément imaginer que pour une société cotée comme Renault,
ce ne serait pas une bonne chose de changer de président du Conseil avec une cadence aussi élevée. Donc, c'est quelqu'un voilà, qui est réputé comme grand dirigeant, qui a fait ce rapport qu'on avait évoqué au premier semestre. Voilà. Donc on peut imaginer que, bien évidemment, sa nomination sera ratifiée, mais voilà, ça n'est juridiquement, formellement, qu'une nomination à titre provisoire. Mais là, c'est une nomination à titre provisoire qui est un peu originale, puisque, bien que nommé à titre provisoire, il a été immédiatement nommé président par le conseil d'administration. Donc, le président, on a évoqué ses pouvoirs. Le président, qu'on appelle président dissocié ou président non directeur général, et dans le même temps, puisqu'on a changé le modèle de gouvernance, on avait quelqu'un qui était directeur général délégué, qui était M. Thierry Bolloré, qui a été, lui, on a changé sa fonction et on l'a mis maintenant directeur général. On nous dit que, sur proposition de ce dernier, donc du président, le Conseil a nommé Thierry Bolloré directeur général. Bon. Alors, on peut regarder... ce qui est intéressant, c'est de voir voilà. La direction générale de la société, c'est l'article L225-51-1. La direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité, soit par le président du conseil, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général. Donc là, on a nommé directeur général, Monsieur Bolloré. On a voulu assurer une bonne entente entre les deux parce qu'on vous dit, sur proposition de ce dernier, donc sur proposition du président, le Conseil a nommé Thierry Bolloré directeur général. On va plus loin que la loi ici. On va plus loin que la loi parce que sur proposition du président, on a nommé le directeur général. Est-ce que le président a le pouvoir de proposer le directeur général ? Il y a un autre texte qui dit quelque chose comme ça, c'est sur les directeurs généraux délégués. On nous dit, sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général avec le titre de directeur général délégué. Mais le directeur général en tant que tel, il n'est pas nommé sur proposition du président, sauf que là, on comprend qu'on a voulu faire cela pour assurer une plus grande cohésion entre les deux. Mais voilà. Donc ici, c'est une petite originalité. En tous les cas, donc, on a une personne qui est directeur général, qui est maintenant un directeur général dissocié par rapport au président, puisqu'on a deux personnes physiques, là où précédemment, on avait une seule personne qui était M. Goll. Si on prend les pouvoirs du DG et du DGD, le DG, on vous dit, la direction générale, donc article L225-51-1, la direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité, soit par le président du conseil, soit par, donc on a dit, une autre personne physique. On ne nous en dit pas plus. La direction générale, ça veut dire quoi? Enfin, on ne nous en dit pas plus. On va nous dire, quand on nous parle du président, excusez-moi, j'arrive. Quand on nous parle du président, oui, je vais retrouver mon texte.
Bon, non, sinon c'est uniquement celui-là nous suffira pour le moment. Donc la direction générale de la société est assumée. J'aurais bien voulu mon texte sur l'objet social, mais bon, peu importe. C'est pas grave. La direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité, soit par le président, soit par une autre personne portant le titre de directeur général. Bon, en tous les cas, le président, mais je n'arrive pas à retrouver ma référence précise, c'est pas grave. Le président, lui, le directeur général plutôt s'y adresse. Voilà, L225-56, le directeur général, donc qui est soit le président directeur général, soit le directeur général, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration. Les assemblées d'actionnaires, je n'ai pas trop de problème pour déterminer leur pouvoir. L'assemblée ordinaire, elle approuve les comptes, elle nomme les administrateurs. L'assemblée extraordinaire, elle modifie les statuts. Mais comment est-ce qu'on organise le partage des pouvoirs entre le conseil d'administration et le directeur général ou le président directeur général, à votre avis ? Il y a une partie direction générale, on va dire. Alors, on peut se dire que le conseil d'administration où il y a 9 personnes, ou 6 personnes, ou 3 personnes, ou 15 personnes, on peut se dire le conseil d'administration prend les grandes décisions et demande au directeur général de les mettre en œuvre. D'accord ? Ça se passe souvent comme ça, effectivement. Mais si vous regardez les textes, on vous dit que le conseil d'administration détermine les orientations de la société et veille à leur mise en œuvre, et se saisit de toute question qui intéresse la société, et que le directeur général, il a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Alors, on dit qu'il exerce ses pouvoirs sous réserve de ceux que la loi attribue au conseil d'administration. Mais comme la loi attribue quand même des pouvoirs assez vagues, du moins définis de manière assez peu précise au conseil d'administration, je ne sais pas, Renault veut se lancer dans les voitures volantes. Ce n'est pas un scoop, ce n'est pas une information que je donne sur une société cotée, voilà. Mais Renault veut se lancer dans les voitures volantes. Est-ce que c'est... Qui décide ? Est-ce que c'est M. Sénard ? Est-ce que c'est M. Bolloré ? Ou est-ce que c'est le conseil d'administration ? Pardon ? Aucun des trois. Pourquoi ? Et pourquoi ce serait l'Assemblée qui déciderait de ça, pardon ? Élargissement alors de l'objet social. Voilà. On n'avait pas, bravo, on n'avait pas effectivement dans l'objet de Renault les véhicules volants. Enfin, alors on avait au premier semestre, j'avais toujours dans mon sac les statuts de Renault. Bon, je les rapporterai la prochaine fois. Je ne crois pas qu'ils aient dans leur objet social. Ceci dit, ils ont peut-être tout véhicule. Hein. S'ils ont tout véhicule, il n'y a pas besoin. Mais imaginons qu'ils aient le mot automobile. On peut penser que cela ne recouvre pas les voitures qui volent. Donc, effectivement, il faudrait une décision d'assemblée. Si maintenant, l'objet, c'est tout véhicule, et Renault veut se lancer dans la voiture volante, qui peut prendre la décision ? Je vois passer cela aussi sur les réponses qui sont données sur mon petit écran. Pourquoi le conseil d'administration ? Il n'y a pas que vous, effectivement, tout le monde vous écoute avec attention, mais vous pouvez aussi participer, vous autres. Oui, notre actionnaire minoritaire récalcitrante de tout à l'heure. On peut se dire, effectivement,
que ça fait partie des orientations, des grandes orientations de la société. Est-ce qu'on fait de la bête voiture qui roule ou est-ce qu'on fait de la voiture qui vole comme dans toute une série de films? Eh bien, effectivement, on peut se dire que ça fait partie des choses qui sont assez importantes pour appeler une décision du conseil d'administration. Mais en même temps, le directeur général, lui, a les pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Si l'objet ne doit pas être modifié, après tout, on pourrait considérer que ces pouvoirs lui permettent de lancer la société dans la production de voitures volantes. Enfin, ce que je veux vous faire toucher du doigt simplement, c'est que c'est pas si évident que ça, le partage. Là, je prends une décision amusante et simple, mais décider, par exemple, qu'on reste en France pour telle activité ou qu'on la déplace à l'étranger. Pas facile. Est-ce que c'est une grande orientation ou est-ce que c'est une décision de bonne gestion? On doit réduire les coûts de telle activité ou les meilleurs ingénieurs sur telle activité ne sont pas en France. Ils sont dans tel pays. Puis ça tombe bien, les salaires coûtent beaucoup moins cher dans le pays en question. Est-ce que ça, c'est une décision qui relève de la direction générale ou est-ce que c'est une décision qui relève du conseil d'administration? Bon, à voir. Enfin, à voir, je veux dire par là que souvent c'est la société qui le décidera. Le directeur général posera la question au conseil d'administration parce que si le conseil d'administration pense que c'est lui qui doit décider ça et que le directeur général le décide sans le conseil d'administration, qu'est-ce qui va se passer? Dans le pire des cas, le conseil d'administration va le révoquer. Donc, la répartition des pouvoirs, elle va se faire aussi comme ça. Si vous faites des choses en tant que directeur général que le conseil d'administration n'approuve pas, ou le conseil d'administration considère que ça fait partie de ses pouvoirs, dans le doute, c'est lui qui aura raison parce qu'il a le pouvoir de révoquer le directeur général. Alors, comme on est dans une société soumise à la directive, à ce qu'on appelait autrefois la première directive, désormais directive du 14 juin 2017, on a la règle suivant laquelle, si des actes sont faits par le directeur général en dehors de l'objet social, la société est engagée à l'égard des tiers, sauf s'il lui est possible de prouver que les tiers avaient connaissance du dépassement d'objet social, ce qu'on avait vu en détail au premier semestre. Ça, c'était pour le directeur général. Dernier mandataire. Oui, monsieur ? Alors, si les statuts pourraient préciser, vous avez tout à fait raison de poser oui, c'est une question. Les statuts pourraient décider de préciser cette répartition des pouvoirs, mais imaginons que les statuts aient indiqué que seul le Conseil est compétent pour décider, par exemple, d'une délocalisation d'activité. Ça serait une bonne chose. Enfin, on peut se dire que c'est une bonne chose de mettre ça dans les statuts, parce que comme ça, on se dit, on n'a pas le président directeur général ou le directeur général qui va faire n'importe quoi. On considère que c'est une décision qui est assez grave pour qu'elle soit discutée en conseil d'administration. Mais imaginons qu'il y ait un conflit entre le conseil d'administration et le directeur général. Le directeur général délocalise une activité à l'étranger. Alors peut-être que le directeur général ne sera pas là pour voir la suite parce qu'il a été révoqué par le conseil d'administration. On va se demander, c'est peut-être les salariés de l'activité délocalisée qui vont agir en justice en disant « Attention, on a mis fin à nos contrats de travail parce que le directeur général avait mis fin au contrat de travail des salariés en France avant d'être révoqué. On a mis fin à nos contrats de travail. Il n'y avait pas le pouvoir, le directeur général n'avait pas le pouvoir de le faire. » Et là, c'est un juge qui devra dire si c'est un pouvoir qui était
du conseil d'administration ou du directeur général. Les statuts avaient prévu une répartition, mais peut-être que la décision était quand même valablement prise parce que la répartition légale, eh bien, peu importe ce que les statuts ont dit, c'est le juge qui devra apprécier. Et il me semble que il y aurait L225-56 définit tellement largement les pouvoirs du directeur général que on peut prévoir une limitation statutaire, mais ça ne permet pas de dire qu'il n'a pas dans ses pouvoirs légaux le pouvoir de prendre une décision de délocalisation. Dernier intervenant, le directeur général délégué. Le directeur général délégué, on vous dit quoi? On vous dit, article L225-53, que sur proposition du directeur général, le Conseil peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général avec le titre de directeur général délégué. Et l'article L225-56 vous dit « Les directeurs généraux délégués disposent à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le directeur général ». Mais juste avant ça, on nous a dit « En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. » Imaginons, faisons un cas pratique, donc on imagine, Monsieur Bolloré donc vient d'être nommé, Thierry Bolloré est nommé directeur général de Renault. Donc il est directeur général, on lui dit que le conseil d'administration considère que la société est d'une taille tellement importante qu'il faut qu'il se fasse assister par 3 directeurs généraux délégués. Ces directeurs généraux délégués, on va lui demander de valider la personne qui est proposée. Parce qu'on vous dit, sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques qui sont les directeurs généraux délégués. Bon. Des fois, c'est le directeur général qui va dire « je m'en sors pas, j'ai besoin qu'on m'aide, merci de nommer telle et telle personne DGD ». Mais ça peut être aussi le conseil qui décide qu'on ne peut pas laisser le directeur général seul et qu'il doit être entouré de directeurs généraux délégués. Mais comme on ne veut pas qu'il y ait un DG qui s'entende mal avec les DGD, on vous dit déjà que c'est sur proposition du directeur général. Ça veut dire que si on veut nommer une personne DGD, il faut qu'elle soit proposée par le directeur général. Et ensuite, sur la répartition des pouvoirs, on vous dit, L225-56, en accord avec le directeur général, le Conseil détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. Imaginons la société Renault. On nomme 3 directeurs généraux délégués. On peut imaginer par exemple que le Conseil décide que le numéro 1 s'occupe des véhicules de tourisme, le numéro 2 des véhicules industriels et le numéro 3 des autres activités comme la Formule 1 ou comme d'autres activités que ferait la société Renault. On peut aussi imaginer que le numéro 1 s'occupe de l'Europe, le numéro 2, en réalité le directeur général s'occupe de tout, mais plutôt le numéro 1 assiste le directeur général sur l'Europe, le numéro 2 assiste le directeur général sur l'Asie et le numéro 3 sur les autres marchés. Ça, c'est la répartition qui va être décidée entre eux par le conseil d'administration. Mais à l'égard des tiers, on vous dit que les directeurs généraux délégués disposent à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le directeur général. Ça veut dire qu'à l'égard des tiers, il ne faut pas que les tiers aient à se casser la tête pour aller essayer de demander au conseil d'administration
comment se partagent les pouvoirs chez vous entre les directeurs généraux délégués. Ils peuvent considérer qu'un directeur général délégué peut tout faire. Est-ce que ce qu'on vient de voir est clair pour vous? Cette répartition des pouvoirs. L'avantage d'être filmé sans qu'on voit la salle, c'est qu'on ne voit pas tout le monde s'agiter, partir en vociférant ou crier non. Voilà, j'ai coupé le micro astucieusement. Bon, en tous les cas, non, mais je crois que c'est à peu près simple, donc on peut continuer. Dans les pouvoirs, il y a des pouvoirs qui sont soumis à un régime particulier, et on va voir maintenant un point qui est important à la fois en pratique et pour vous, parce que ça fait partie des questions sur lesquelles vous êtes attendus, et si vous avez plus tard des cas pratiques à faire, alors je précise, je l'ai déjà dit hors micro, mais je précise, voilà, ça ne change pas, c'est toujours la même chose chaque année. Je privilégie pour l'examen, quand vous avez la matière avec TD, enfin je privilégie, c'est pas je privilégie, c'est il y a... si vous avez la matière avec TD, c'est une dissertation ou un commentaire d'arrêt. Si vous avez la matière sans TD, c'est une ou deux questions de cours. Mais quand vous ferez en TD des petits cas pratiques, ou quand vous ferez votre examen du CRFPA avec un cas pratique qui peut être un cas pratique en droit des affaires, sachez que dans les sujets qui sont privilégiés par les auteurs de cas pratiques parce qu'ils se prêtent bien au cas pratique, il y a la société en formation, mais ça c'est plus notre affaire parce que là on est en droit spécial des sociétés, et il y a les conventions réglementées où là c'est notre affaire, et ce sera votre affaire si vous faites votre examen d'admission à l'école des avocats, parce que, encore une fois, les questions de conventions réglementées, pourquoi est-ce que les gens qui font des cas pratiques aiment bien ça? Parce que il y a des conditions à remplir pour que doive s'appliquer la procédure des conventions réglementées. Et si elle s'applique, il faut suivre une procédure particulière. Donc, on vous dira dans un cas pratique, le dirigeant a fait tel contrat. Est-ce que le contrat engage la société? Ou on vous dira ça, est-ce qu'il peut demander exécution, ou est-ce qu'on peut demander exécution du contrat à la société? Et ça sera à vous de dire mais je me demande si ce n'est pas une convention réglementée, parce que c'est là le vice des auteurs de cas pratiques, c'est qu'il n'y a pas marqué en gros. La question, c'est pas est-ce que la procédure des conventions réglementées s'applique. La question, c'est est-ce qu'on peut demander à la société d'exécuter la convention, ou la société doit-elle payer? Bon. Donc, cette procédure des conventions réglementées, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une procédure qui concerne des conventions sensibles. Pourquoi sensibles? Parce que c'est des conventions qui impliquent une situation de conflit d'intérêts. On en a déjà un peu parlé au premier semestre, donc vous savez déjà de quoi il est question, plus ou moins. Ce sont les articles L225, 38 et suivants dans la société à conseil d'administration. Si vous êtes dirigeant d'une société et que vous faites un contrat avec cette société, vous êtes d'un côté représentant de la société, d'un côté du contrat, vous achetez un bien de la société par exemple. Donc vous êtes acheteur en votre nom personnel, et quand vous vendez le bien, vous négociez pour le vendeur qui est la société. Vous voyez où est le conflit d'intérêts. Pour éviter que le conflit d'intérêts se règle au détriment de la société, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on interdit purement et simplement que la situation de conflit d'intérêts se produise, en disant il est interdit aux dirigeants
d'acheter un bien de la société. Autre possibilité, de l'autre côté, enfin à l'extrême inverse, on pourrait dire c'est complètement interdit, on pourrait dire aussi c'est complètement autorisé, sauf que si le dirigeant arnaque la société en achetant un de ses biens 50 alors que le bien vaut 2000, eh bien dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fera? On révoquera, la société révoquera son dirigeant qui est un voleur, et, enfin, juridiquement pas un voleur mais autre chose, mais en tous les cas la société révoquera son dirigeant et la société éventuellement engagera la responsabilité du dirigeant parce que le dirigeant en tant que dirigeant vend 50 un bien de la société qui vaut beaucoup plus cher. On a choisi une position qui est à mi-chemin entre les deux. C'est pas interdit, c'est pas autorisé sans contrainte, c'est réglementé. Voilà pourquoi on appelle ça les conventions réglementées. Ça veut dire que si le dirigeant veut vraiment faire ce contrat, eh bien ce contrat est possible, mais il est soumis à une procédure d'autorisation, une procédure de contrôle particulière. C'est cette procédure qu'on va évoquer ensemble maintenant. Je précise une chose encore, cette procédure, elle ne vise pas que des situations. Le dirigeant qui fait un contrat avec sa société, on peut se dire, mais finalement, c'est assez anodin, c'est assez anecdotique plutôt qu'anodin. Le dirigeant qui fait un contrat avec sa société, c'est peut-être pas quelque chose qu'on voit tous les jours, et puis c'est peut-être quelque chose qu'on peut éviter. Je suis dirigeant de votre société, je ne vais pas acheter un immeuble de la société tous les jours, et le jour où je le fais, je vais me dire, oh là là, attention, j'ai pas envie de l'acheter à un prix qui est peut-être le prix normal, pour qu'après il y ait des actionnaires qui me courent après en me disant que j'ai escroqué la société. Mais en réalité, cette procédure, elle ne concerne... Enfin, c'est pour ça qu'on pourrait se dire que finalement, ça concerne des situations qui sont très rares. Mais en réalité, cette procédure, elle s'applique aussi à d'autres situations qui sont notamment des situations dans lesquelles la société fait un contrat avec soit un de ses actionnaires, on va voir précisément comment, soit avec une société avec laquelle elle a un lien. Je vais vous détailler cela là aussi. Donc finalement, on va appliquer la procédure plus souvent qu'au seul cas où le président achète un bien de la société qui n'arrive pas tous les jours. Bon. Mais même pensez à des situations, vous êtes président de la société Total par exemple, vous êtes en train de rouler sur l'autoroute, vous voyez que vous n'avez plus d'essence, qu'est-ce que vous faites? Ah ben il y a une station Total, on va s'arrêter là alors. Ah oui, non mais si on s'arrête là, il faut que j'appelle le conseil d'administration avant pour qu'ils autorisent la conclusion de la convention de vente d'essence. Bah oui, mais je vais acheter mon essence. En réalité, souvent c'est pas Total elle-même. Total a vendu l'essence, mais c'est pas forcément Total qui est l'exploitant de la station-service. En tous les cas, si on ne trouve pas des moyen d'assouplir le régime dans certains cas, vous imaginez les situations un peu paradoxales. Je suis président de la société Nike, je veux acheter une paire de baskets pour un de mes enfants, mais non, je ne vais pas acheter une paire de Nike parce que sinon, il faut que j'aille voir le conseil d'administration pour leur demander une autorisation. Donc tous mes enfants sont chaussés avec des chaussures Adidas par exemple, ce qui provoque en termes d'image un grave préjudice à la société. Quand je sors en famille, on voit bien tous mes enfants ont d'autres marques que celles de ma société. Bon, plus sérieusement, on va voir qu'il y a des conventions qui échappent au contrôle parce qu'on considère qu'elles ne méritent pas qu'on leur applique le dispositif de contrôle.
Donc, article L225-38, on a déjà, premier point qu'on va voir, quelles sont les conventions soumises au dispositif de contrôle. Toute convention intervenant, je simplifie un peu le texte pour le moment, entre la société et un de ses dirigeants, entre la société et son directeur général, un directeur général délégué ou un administrateur. On ne dit pas le président, mais le président, soit il est directeur général, soit il est administrateur, donc on y arrive aussi. Donc la convention qui intervient entre la société et son dirigeant, en 2001, on a ajouté la convention avec un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10%. Donc, la convention avec un dirigeant, la convention avec l'actionnaire qui a plus de 10%, et on ajoute, ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant, on verra la notion de contrôle. Donc, si je suis une société, la société a un actionnaire à plus de 10%, et là, on fait une convention avec la société mère de cet actionnaire. Bon. Ça, c'est les trois types de conventions qui sont visés par le texte. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que on nous dit déjà, c'est la convention qui intervient directement ou par personne interposée. Convention qui intervient directement ou par personne interposée, là, ce n'est pas un trop grand facteur d'élargissement. C'est quoi qui intervient par personne interposée ? Je veux, voilà, exactement, c'est l'épouse par exemple, ou l'époux, je veux escroquer la société en me faisant construire, ou plutôt en achetant une voiture de la société, elle est vendue 30 000 €, ben moi je voudrais l'acheter 5 000 €. Sauf que si je le fais, c'est sûr que j'ai le pouvoir de me signer la convention de vente à 5 000 €, mais on va le voir tout de suite parce que je suis le président. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je trouve quelqu'un, mais la femme, elle n'est pas visée par le texte, mais on se dit qu'on va peut-être trouver très vite que c'est ma femme. Donc, qu'est-ce que je vais faire plutôt ? Je vais trouver un de mes amis, je vais lui dire, je vais te vendre un véhicule de la société, tu vas l'acheter et après, tu vas me donner les clés et tu vas me le revendre par la suite. Bon, on peut imaginer ce type de montage. C'est de la fraude, donc on n'aurait presque pas besoin l'interposition de personne, c'est de la fraude, on met quelqu'un pour faire écran pour qu'on ne voit pas que c'est moi qui bénéficie de la convention. Là où le texte est plus difficile à comprendre, c'est qu'on nous dit « il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée. » Ouh là 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 là. L'intérêt indirect, ça veut dire que est soumise au contrôle la convention conclue par la société avec son président, son directeur général, un administrateur, un actionnaire à plus de 10%, d'accord. Mais aussi la convention à laquelle une de ces personnes est indirectement intéressée. Ça veut dire quoi ? Si c'est une convention conclue, je suis président de votre société anonyme. La société anonyme va faire un contrat de travail à un de mes amis. Est-ce que je suis indirectement intéressé ? Ça me ferait plaisir que cet ami travaille et puis il va peut-être me récompenser. Ou pas. Je n'ai peut-être pas envie d'ailleurs qu'il travaille pour la société. Bon.
Mais vous voyez, cette notion, c'est hyper vague, indirectement intéressé. Notre société va faire un contrat avec, on doit choisir l'abonnement téléphonique. On va choisir la société Orange. Hier, j'ai acheté pour 5 000 € d'actions de la société Orange. Est-ce que je ne suis pas indirectement intéressé? Alors, notre société est peut-être une société, peut-être que le cours d'Orange va bondir parce qu'on est une société hyper importante. Quand on choisit notre abonnement téléphonique, on le choisit, ça fait des contrats gigantesques. Bon, mais ce n'est pas évident du tout, cette notion d'indirectement intéressé. On nous dit un peu plus bas, c'est pour essayer de comprendre, hein, sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, donc une autre société ou un autre groupement, si le directeur général, un directeur général délégué ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, dirigeant, je simplifie, de l'entreprise en question. Donc on nous dit que est aussi soumise à la procédure le contrat qui n'est pas fait entre moi dirigeant et la société, mais qui est fait par la société avec une société dont je suis le dirigeant. Exemple, qui va faire l'entretien de nos locaux? Une société dont je me trouve également être le gérant. J'ai une SARL familiale qui fait dans l'entretien, la propreté, etc. C'est plus une activité dont je m'occupe à plein temps, mais je suis toujours dirigeant de cette société. Je fais faire le contrat pour l'entretien des locaux de votre société dont je suis PDG. Je le fais faire par ma société familiale, société dont je me trouve être le dirigeant. Eh bien, cette situation-là, elle est soumise à la procédure des conventions réglementaires. Là, on a un texte qui le dit. On nous dit « est soumise à autorisation préalable la convention conclue entre la société et une entreprise si le directeur général, c'est moi, de la société, est également dirigeant de l'autre entreprise. » Ma question est, si j'avais que 5% des actions de la SARL d'entretien, est-ce que c'est une convention réglementée parce que je suis indirectement intéressé? Je sais, la question est difficile alors que... J'ai 5% des parts de la SARL en question. Non, même mieux, j'ai 25% des parts de la SARL. C'est la SARL familiale d'Onderocline. Je suis plus dirigeant. Je suis nul pour trouver des noms de sociétés. Je suis plus dirigeant. Mais j'ai 25% des parts de cette SARL familiale. Vous m'avez nommé président directeur général de votre société qui fait de l'enseignement à distance, en ligne, plein de choses pour les étudiants en droit. Oui. Ça dépend du fait de savoir si qui est majoritaire. Moi? Non, j'ai 25%. Non, on n'est pas en train d'acheter, je ne vends pas ma SARL familiale. Je fais un contrat d'entretien, c'est-à-dire que nos locaux, on a ici, on a d'autres amphis dans Paris où on réunit nos clients. Eh bien, nos locaux, il faut les nettoyer, les vitres, tout ça, etc. On vient de faire un contrat avec une société et l'un d'entre vous dit « c'est bizarre, la société s'appelle comme vous ». Ouais, ah oui, j'avais pas remarqué. C'est marrant, le contrat d'entretien, il est signé, il y a 2 fois votre signature, mais une fois c'est président de la société anonyme, une fois c'est gérant de d'Onderocline. Oui, pardon. Dans mon exemple, j'avais dit que j'étais pas gérant. Donc, pardon. Donc,
elle s'appelle comme moi, mais il n'y a pas 2 fois ma signature. Par contre, il y a une signature d'une Madame Dondero. Ah ouais, c'est marrant ça. C'est un nom hyper fréquent en même temps. Bien. Est-ce qu'il faut appliquer la procédure des conventions réglementées? Oui. Il y a un conflit d'intérêts. Enfin, c'est une question ou c'est une affirmation? Il y a un conflit d'intérêts? Peut-être. Je ne sais pas. Il y a un conflit d'intérêts si je suis là pour défendre votre société comme président et que je suis tenté de favoriser l'autre société. Il y a un conflit d'intérêts au moins apparent. Parce que si, on peut se dire quand même, il a 25% des parts de la SARL, si la SARL facture 2 fois trop cher, le bénéfice qu'elle va faire, il va en récupérer 25%. Donc j'ai peut-être un conflit d'intérêts. Mais en même temps, moi je pourrais vous dire, oui mais moi je gagne beaucoup plus d'argent en étant votre président qu'avec cette petite société-là. Bon, alors attendez, dans l'ordre, oui. Même si les textes ne disaient rien, on pourrait considérer que j'ai une obligation, mon devoir de loyauté en tant que votre dirigeant, qu'on a vu au premier semestre, m'impose de vous prévenir que Dondero Clean, vous savez quoi? C'est moi qui l'ai créé et j'ai encore quelque part dans cette société. La question, c'est est-ce que mes 25% de parts, ça fait un intérêt indirect? Parce qu'on est sûr que si je suis dirigeant de la SARL Dondero Clean, on me dit que si je suis gérant de l'autre entreprise, il faut appliquer la procédure des conventions réglementées. Mais si j'ai que quelque part, ou même 25%, ou même la majorité, on me dit juste si le directeur général de votre société est, alors on dit propriétaire. Et si j'ai 25%, enfin, c'est pas une entreprise individuelle, enfin, je ne suis pas propriétaire. Enfin, en tous les cas, je suis propriétaire de parts sociales, je ne suis pas propriétaire de l'entreprise. Ou alors, bon, j'ai jamais vu qu'on essayait d'appliquer le texte, cette partie-là du texte. Mais c'est vrai que propriétaire, ça pourrait donner lieu à interprétation. Associé indéfiniment responsable, c'est une SARL, donc je ne suis pas associé indéfiniment responsable. Gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou de façon générale dirigeant. Moi, je suis juste associé à 25%. Donc, on n'applique pas le texte sur cette partie-là, mais est-ce qu'il ne faut pas appliquer le texte en considérant que j'ai un intérêt indirect à cette convention? Parce que tout enrichissement de la SARL Dondero Clean, eh bien, à 25%, j'en profiterai. On n'a pas d'explication, on n'a pas plus d'explications dans le texte, on nous parle de convention à laquelle on est indirectement, à laquelle le dirigeant est indirectement intéressé. Alors, on a un arrêt récent de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 mai 2018 qui casse un arrêt d'appel parce que les juges d'appel, enfin les juges du fond, auraient dû rechercher si le dirigeant n'était pas indirectement intéressé. Je vais expliquer en un mot pour vous donner, enfin pour vous montrer comme c'est difficile cette notion, enfin, comme c'est fuyant cette notion d'intérêt indirect. Vous avez une personne qui est présidente ou président directeur général d'une société anonyme et la société anonyme est locataire. Elle exerce son activité, elle occupe des locaux qui ne lui appartiennent pas, qui appartiennent à une société civile immobilière. Cette société civile immobilière, le PDG de la société anonyme, se trouve également être associé de la société civile immobilière. Situation de conflit d'intérêts.
Est-ce qu'il faut appliquer la procédure des conventions réglementées? Oui, parce que si vous êtes en société civile, vous êtes associé indéfiniment responsable. Donc il faut appliquer la procédure des conventions réglementées. La société anonyme conclut le bail, elle est locataire, et puis un jour, le bail est modifié. Le bail est modifié pourquoi? Pour dire que la société anonyme, locataire, pour réduire son droit de mettre fin au bail. Avant, elle pouvait mettre fin au bail tous les 3 ans. Désormais, elle doit attendre 6 ans pour mettre fin au bail. Donc on modifie le bail pour réduire les droits du locataire. Normalement, cette modification de la convention aurait dû être soumise à la procédure des conventions réglementées. Et puis juste après, la société civile vend l'immeuble, elle le vend à un tiers. La société anonyme veut résilier son bail et le tiers qui a un bail, ils ont refait un bail mais le bail est dans les mêmes conditions que précédemment, le tiers qui a repris l'immeuble dit non, vous devez attendre 6 ans pour mettre fin au bail. On se pose la question de savoir s'il fallait appliquer la procédure des conventions réglementées. Là où l'arrêt n'est pas facile à comprendre, c'est que l'arrêt parle du bail avec le tiers repreneur, alors que la procédure des conventions réglementées, c'est plutôt au bail fait avec la société civile immobilière qu'il aurait fallu l'appliquer. Donc un arrêt qui n'est pas facile à lire, commercial 16 mai 2018, numéro 16-18183. C'est un arrêt qui casse l'arrêt d'appel parce qu'il n'a pas recherché si la procédure des conventions réglementées était applicable ou non du fait de l'intérêt, du possible intérêt indirect. Donc je répète, commercial 16 mai 2018, numéro 16-18183. Je termine pour ce soir en évoquant sur le champ d'application de la procédure. Et on s'arrêtera là pour ce soir. Sur le champ d'application de la procédure, on vient de voir quelles sont les conventions qui sont soumises à la procédure. Mais on a un article L225-39 qui prévoit 2 exceptions à la procédure. Même si je suis le dirigeant et que je fais un contrat avec ma société, on n'applique pas la procédure si la convention porte sur une opération courante conclue à des conditions normales. Donc, première exception, on n'applique pas la procédure si le contrat que j'ai fait avec ma société, je suis dirigeant et je fais un contrat avec ma société, mais c'est une convention courante conclue à des conditions normales. Exemple, pour vous rassurer que vous ne rentriez pas chez vous troublé, le président de Nike que j'étais tout à l'heure dans mon exemple, qui veut acheter une paire de chaussures pour ses enfants. C'est une convention courante qui rentre dans l'activité usuelle de la société. J'achète la paire de chaussures à un prix de marché ou à un prix proche de celui du marché. Il y a peut-être les 20% dont bénéficient les personnes qui travaillent avec la société, les personnes qui ont une carte de fidélité, je ne sais pas. En tous les cas, j'achète pas les chaussures à 10% de leur prix ou à 30% de leur prix.
je les achète à un prix qui est celui du marché ou proche de celui du marché, eh bien, dans ce cas-là, la convention remplit les deux conditions pour bénéficier de l'exception et donc on n'a pas à appliquer la procédure. Ça, c'est la première exception. L'autre exception, c'est la convention, mais je donnerai plus d'explications la prochaine fois. C'est la convention conclue entre deux sociétés dont l'une détient directement ou indirectement la totalité du capital de l'autre. Donc si une société anonyme fait une convention avec notamment sa filiale à 100%, eh bien, dans cette situation, on ne va pas appliquer la procédure des conventions réglementées parce qu'on peut considérer que qu'elle s'enrichisse ou qu'elle s'appauvrisse, elle va retrouver l'enrichissement ou l'appauvrissement dans sa filiale dont elle détient 100%. Mais cette exception-là est plus compliquée à comprendre et il n'est plus l'heure de vous détailler ces questions-là, ou du moins de le faire avec l'espoir que vous compreniez ou avec l'espoir que je sois suffisamment clair moi-même. Donc nous reprenons tranquillement lundi prochain. Merci chers amis, merci de votre intérêt. Merci à vous aussi.